Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. La présidence de l'Assemblée nationale va retrouver son quinquennat. La loi Sada Ndiaye est en passe d'être abrogée. Le président du groupe parlementaire, Benno Bokk-Yakaar, parle d'un processus de renforcement de la démocratie qui suit son cours. La tension toujours vive à Petersen entre marchands ambulants et forces de l'ordre. Les victimes de l'incendie de samedi chargent la mairie de Dakar et demandent l'arbitrage de l'État. L'espace politique sénégalais marqué par une série de frondes dans les formations. La dernière en date, Oumar Sarr de Rewmi qui a claqué la porte. Nous nous attardons sur les tenants et les aboutissants de ce phénomène. Plus que quelques jours pour le début du Ramadan, des supermarchés se mettent au rabais pour mieux écouler leurs marchandises, mais la clientèle se fait rare. Au menu de la page des sports, du football et du volley, entre autres avec la qualification des Lions du Sénégal pour les championnats d'Afrique de la discipline qui se déroule à Nairobi. Et puis à suivre en fin d'édition le dossier du lundi qui revient sur la baisse du loyer 1 an et demi après son application. Le constat est que certains bailleurs refusent toujours de se plier à la loi. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa, donc nous démarrons cette édition vers l'abrogation de la loi Sada Ndiaye. Le mandat du président de l'Assemblée nationale donc devrait être ramené à 5 ans. Une mesure qui, selon Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire Benno Bokk-Yakaar, entre dans le cadre de la modernisation et du renforcement de la démocratie au sein de l'Assemblée nationale. Fatou Bintou Conté et Mardia. Le mandat du président de l'Assemblée nationale d'une année va être ramené à 5 ans. Ainsi, la loi Sada Ndiaye va être abrogée. Pour le député Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire Benno Bokk-Yakaar, c'est surtout pour régler certains aspects scélérats de cette loi. Il s'agit de la suppression de certains aspects les plus scélérates de la loi Sada Ndiaye. Vous savez que cette loi a été mise en place par l'ancien régime pour liquider un adversaire politique. Mais l'autre aspect de cette loi, c'est que c'est une loi déconsolidante. Ça précarise la fonction du président de l'Assemblée nationale. D'autres aspects seront aussi revisités dans cette loi. L'autre aspect de la réforme, nous allons faire de telle sorte que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale soit cohérent avec notamment le code électoral et la constitution du Sénégal. Il y a aussi un troisième volet, c'est d'harmoniser les bases des droits particuliers pour les parlementaires. Une belle revanche pour le président Macky Sall? Pourtant non, estime Moustapha Diakhaté. Selon lui, la révision de cette loi entre dans le cadre de la modernisation de l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas d'une revanche, il s'agit d'une modernisation de l'Assemblée nationale. Nous avons fait des voyages à travers le monde et en général, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, leurs mandats, c'est des mandats qui correspondent à la durée de leur législature. Tente-t-on de faire plaisir à Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale? Avec cette loi, le député dégage en touche. Du tout, nous ne légiférons pas pour le président Moustapha Niasse, nous légiférons pour l'avenir. Nous voulons que désormais, le deuxième personnage de l'État, celui qui assure l'intérim du président de la République en cas de vacance du pouvoir, que celui-là ne soit pas précarisé. Parce qu'en le précarisant, on précarise l'institution et ce n'est pas bon pour une démocratie. Nouvelle défection au sein du parti d'Idrissa Seck, le député Oumar Sarr quitte Rewmi. Une défection dans un contexte politique marqué par de nombreuses frondes dans les formations politiques, des frondeurs avec un avenir peu réluisant et qui peuvent faire mal à leur parti. C'est ce qui ressort de ce sujet signé Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. La fronde serait-elle devenue un fait à la mode au sein des partis politiques? Tout laisse à le croire. Après Malick Gakou et Mody Diagne Fada, Oumar Sarr du parti d'Idrissa Seck lui aussi claque la porte. Il crée le groupe pour la refondation de Rewmi. Une formation politique, surtout si elle a géré le pouvoir, arrive à un certain moment après la défaite où tout le monde se remet en cause. C'est des choses qui étaient prévisibles parce que j'ai l'habitude de dire que l'homme politique, s'il n'a pas affaire
avec un État, il a toujours affaire avec des gens de son propre parti. Une évolution en dehors de la formation politique authentique, ces frondeurs ont-ils des chances de réussir? Omar Sarr ne peut pas ébranler Idrissa Seck. Fada a une lecture politique, a eu une carrière politique et très bien connue du paysage sénégalais parce qu'il a mené des grèves en tant qu'étudiant, il a mené des activités en tant que politicien pour ou contre le PDS. Le cas de Rewmi est différent de celui du Parti démocratique sénégalais parce que Rewmi à un moment donné a connu une saignée. Certains cadres ont quitté le parti. Si maintenant on y ajoute des députés ou bien des responsables de ce niveau de Oumar Sarr, ça peut quand même remuer un peu les rangs. En tout cas, ce journaliste semble dire que c'est le chef de l'État qui tire profit de ces défections. Au final, peut-être que Macky Sall peut tirer profit de cette situation délétère, plus au niveau de Rewmi, parce que c'est plus au niveau du symbole. Avec ces frondes répétées, va-t-on vers la recomposition de la scène politique sénégalaise? Une chose est sûre, la question de la démocratie se pose. Nous restons toujours en politique avec l'appel du pied du chef de l'État à Djibo Leyti Ka. Un appel donc vu d'un bon œil des responsables de l'URD à Linguère. Ils invitent d'ailleurs leur leader à dialoguer avec le chef de l'État afin de développer davantage le Sénégal. Écoutons à ce propos le maire de Linguère, Goriba. Ses propos sont recueillis par Modoumbay. Si aujourd'hui le président a besoin de lui, nous, en tout cas à notre majorité, aujourd'hui, on s'en félicite et nous demandons à notre secrétaire général Djibo Leyti Ka, si toutefois le président de la République décide d'aller le voir chez lui, en tout cas qu'il l'accueille. Ce n'est pas tous les jours qu'un président de la République dira « je vais aller voir un leader de parti ». Ce n'est pas facile. Si vraiment un président le fait, le secrétaire général de l'Union pour le renouveau démocratique doit s'en féliciter et doit lui donner les idées qu'il faut pour faire avancer le pays. Parce que, en fait, l'Union pour le renouveau démocratique, si aujourd'hui, s'il reste un parti qui a des militants partout au Sénégal, c'est parce qu'en fait, son leader, c'est un leader dans lequel tout le monde reconnaît sa capacité à gérer le pays, tout le monde reconnaît son expérience. La polémique autour du déguerpissement des marchands ambulants de Petersen, toujours d'actualité, cher Tidiane. La tension est toujours vive sur les lieux avec un important dispositif sécuritaire. Ces marchands ambulants qui accusent la municipalité de Dakar de la destruction de leurs biens interpellent le chef de l'État. Nos reporters Alpha Ousmane Diaye et Mohamedou Diop se sont rendus sur place. Une situation très tendue avec une forte présence policière à la gare routière de Petersen. Les marchands ambulants fustigent l'attitude des autorités municipales. Depuis le début, le maire Aliou Ndoye nous avait promis de régler ce problème. On s'est rendu à la mairie avec nos délégués. Nous avons payé chacun 500 francs CFA. Mais notre délégué a été battu par le maire Aliou Ndoye, et cela devant moi. C'est dur à supporter. Le fait de regarder tout ce qu'on a construit depuis des années rasé en un laps de temps. Ces marchands ambulants accusent les responsables municipaux d'avoir mis le feu sur leur lieu de travail. C'est un certain pape qui a mis le feu. Cela s'est passé sous les yeux du maire et lui, il affirme le contraire en disant que nous avons mis le feu et cela n'est pas du tout vrai. C'est Aliou Ndoye qui a mis le feu au marché avec les hommes de Khalifa Sall. D'ailleurs, ceux qui étaient avec Aliou Ndoye portaient des t-shirts blancs et ceux qui étaient avec Khalifa Sall portaient des gilets de couleur noire. Ils interpellent les autorités étatiques pour la résolution de ce conflit. Monsieur Macky Sall, nous les marchands, nous vous interpellons sur cette situation. Pouvez-vous vraiment cautionner ce que le maire Aliou Ndoye a fait? Nous voulons tout simplement que le président de la République nous aide et qu'on puisse travailler main dans la main parce que nous sommes d'honnêtes citoyens et non des délinquants. Composés d'hommes et de femmes, ces marchands ambulants ne comptent pas quitter les lieux tant qu'ils n'auront pas obtenu un site de recasement.
Et puis le maire de Dakar Plateau, Aliou Ndoye, promet de s'expliquer ce mardi sur cette affaire des marchands ambulants de Petersen. Il promet d'annoncer des révélations donc pour dégager sa responsabilité sur cette affaire. Donc une information de notre reporter Amam Biram Diouf qui a assisté l'Assemblée générale des élus locaux de Dakar. Nous parlons éducation à présent avec l'inquiétude des candidats au BFM Léa. À quelques semaines des examens, le programme scolaire est très loin même d'être achevé. Plusieurs chapitres en mathématiques, histoire, géographie et sciences n'ont pas encore été abordés. Cours particuliers, heures supplémentaires, tout est bon pour rattraper le retard. C'est un reportage signé Papan Derifal et Aïssa Toudia. L'inquiétude plane chez les élèves du CM El Hadji Mamadou Ndiaye de Ouakam. Le programme est loin d'être terminé, surtout en mathématiques et histoire-géographie. On n'a pas encore terminé le programme. Il nous reste beaucoup de choses à apprendre, surtout en maths et en histoire-géo. Il nous reste beaucoup de leçons. Des mesures pour mettre ces élèves dans de bonnes conditions sont prises par l'administration de l'établissement. Toutefois, certains professeurs ne l'appliquent pas. On a pris des dispositions pour qu'on va continuer les cours dans le mois de Ramadan. On va faire des cours de midi à 14h. Pour ce professeur de physique-chimie, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je pense que nous aurons le temps franchement de terminer le programme avant les examens. Malgré que la grève a pris 2 mois, mais je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas péril à la demeure. Parce que le dernier examen qu'on a fait, l'examen blanc, a montré que les élèves avaient un bon niveau parce que nous avions eu 50% de taux de réussite à cet examen. L'examen du brevet de fin d'études moyen prévu le 27 juillet prochain, un sésame que ces potages rêvent d'obtenir. Cependant, ils doivent redoubler d'efforts pour être prêts le jour J. Pam Derifal, merci. Nous parlons de santé à présent avec le CHU de Fannes qui va accueillir un centre cardio-pédiatrique de plus de 5 milliards de francs CFA. Le centre financé par la Fondation Koumo, la chaîne de l'espoir, va pouvoir opérer 500 enfants par an. Près de 20 000, entre autres, souffrent de maladies cardiaques et de malformations cardiaques, donc pourront être consultés. Le centre cardio-pédiatrique Komo sera la première structure de l'Afrique de l'Ouest dédiée aux enfants cardiaques, un centre de soins et de formation de référence régionale en soignant des enfants et en formant des praticiens de la sous-région. La pose de la première pierre a eu lieu cet après-midi en présence de la première dame Marième Faisal, le ministre de la Santé, le professeur Alain Deloche, président d'honneur de la chaîne de l'espoir, et de Youssou N'Dour, le président du comité d'honneur. Les sapeurs-pompiers de Louga-Chertidiane doivent répondre à toutes les sollicitations des populations. C'est ce qu'a déclaré le commandant du groupement d'incendie et de secours numéro 5. C'était lors de la réception d'une ambulance médicalisée par le conseil départemental. Plus de détails, cette correspondance est signée Tiernofal et l'on me fait signe que l'élément n'est pas en place. Léa, nous y reviendrons certainement. Nous parlons du Ramadan qui s'approche avec des prix au rabais, Léa, dans certains supermarchés de Dakar. Tout à fait, et d'ailleurs beaucoup de produits subissent une baisse d'au moins 25%. Ce n'est pas encore le grand rush dans les supermarchés, mais les clients jaugent les prix avant de venir s'y approvisionner. Aïssatou Paifal et Adam Agaï y ont fait un tour reportage. Pas encore de frénésie ni de rush dans les supermarchés de la ville. Au casino des Almadies, tout est fin prêt pour débuter le mois sacré. Des rayons bien achalandés, des produits au rabais. On a bien préparé le stock, on a augmenté la date, le sucre, le lait, surtout le chocolat en poudre. Pour mieux préparer le Ramadan. On a diminué tous les prix, au niveau de l'épicerie, tout ce qui est lait, jus, sucre et dattes. Au rayon poissonnerie, les prix ne baissent pas pour le moment. Sinon, 2 jours avant le Ramadan, il vient énormément la chute du poisson et beaucoup de poissons. En ce cas, on est en train de préparer sur ça. 2 jours avant le Ramadan, il vient énormément. Aïda Diallo, accompagnée de sa fille, vient faire un petit tour pour jauger les prix. Comme on y est bientôt,
Donc c'est un peu normal de venir voir, regarder ce qu'il y a de nouveau ou pas, les prix, si ça a augmenté ou pas. Si on trouve ce qu'on aime à un bon prix aussi, pourquoi pas, c'est toujours aussi bien. Les surfaces commerciales et les supermarchés s'apprêtent à accueillir le mois béni de Ramadan, offrant aux clients des produits à coût moindre pour alléger au mieux le panier de la ménagère. Aïssatou Païfal, merci. Plus que quelques jours donc avant le début du Ramadan 2015 et déjà depuis quelques jours, les panneaux publicitaires annoncent la couleur. Et ces panneaux attirent de par leur message du genre bon Ramadan et les populations qui lisent ce message donc se mettent déjà en situation comme vous allez le voir dans ce reportage signé Mambiram Diouf et Ibrahim Sissé. Des formes et techniques de communication à l'approche du mois béni de Ramadan, la publicité défigure l'environnement et apporte du sang neuf dans l'espace qui lui est dédié, des messages qui mettent du baume au cœur chez les observateurs. Bien sûr que je prête attention à ces panneaux et lorsque j'aperçois le message, par exemple, bon Ramadan, ça me réconforte. kon vraiment su ma gisee tableau bi ñu dessiné si loo xam ni lépp lu jëm si wàllu weeru koor dama si am fierté bu baax a baax. tableau bi moom boo xoolee moom day tax. Vu ce message sur ce panneau, ça me permet de bien préparer le Ramadan. Atteindre la cible, oui, mais les annonceurs casquent-ils autant pour passer un message du genre bon Ramadan, Koroudiam? C'est des messages qui sont payants. C'est toujours les mêmes prix, c'est toujours les mêmes prix. Les prix sont standards, les tarifs sont standards, que ce soit le mois de Ramadan ou un autre mois. Pour lui, au-delà de l'effet que procurent ces messages sur ces panneaux, se cache évidemment un autre objectif qui est de vendre tout simplement le produit. C'est des messages qui sont très réconfortants. Et puis, si ça passe avec un visuel qui est très impactant, ça passe mieux. Donc dans l'ensemble, c'est des messages qui passent très bien. Votre cible est tout le temps est vraiment atteinte dans ce cas de figure. Se cache derrière ces messages autre chose, la publicité. Raison pour laquelle l'entreprise paye pour que son business marche. Des panneaux publicitaires pour célébrer le Ramadan, une sorte de main tendue aux populations qui trouvent tout son sens. Voilà, nous démarrons la page des sports avec du football, avec la 23e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Deux matchs qui se jouent ce lundi pour Sunéor et Ngor Djaraf. Nous ne désespérons pas de retrouver nos reporters sur place au stade Demba Diop, mais les résultats déjà qui sont tombés, l'US Ouakam qui bat le Guédiawaye FC 1-0, Niaritali qui s'impose 2-1 face à la Linguère de Saint-Louis, Casa Sport, Mbour Petite Côte 3-0 pour les Casacés. Stade de Mbour qui s'incline 2-0 à domicile face à l'AS Pikine. Et puis Djambar qui s'incline également 1-0 face à l'AS Douane, ce qui donne en tête du classement leader AS Douane avec 39 points, suivi de Niaritali 38 points. Et Djambar pointe à la 3e place avec 36 points en bas de tableau. 13e AS Pikine 21 points. 14e Port Autonome de Dakar 15 points. Et puis cette ascension fulgurante des Lionceaux au championnat du monde des moins de 20 ans, minimisée au début du mondial des U20. Les Lionceaux sont à un pas d'une finale mondiale, une campagne en Nouvelle-Zélande sans la presse qui évoque la cherté des coûts financiers. Papanderi Fall, Tierno Laurent Mendy nous en disent un peu plus. Des Lionceaux moins attendus à ce stade de la compétition, une sélection sur laquelle personne n'a osé miser. Pour ces journalistes sportifs, le pessimisme des Sénégalais est lié aux mauvaises conditions de préparation. Dans la préparation, il y avait beaucoup de hic. Les hic, c'était quoi? Le fait que l'équipe ne parte pas très tôt par rapport au planning qui avait été arrêté par Joseph Koto. C'est-à-dire qu'il avait souhaité partir 2 semaines, 2 mondes différents. La préparation a été très perturbée. Et les gens devaient faire un stage en Autriche, ça n'a pas eu lieu. La sélection, bon, les gens s'étaient enterrés un peu à Toubab Dialaw. Les gens n'avaient pas d'accès à l'information par rapport à la sélection. Donc tout compte fait, on peut expliquer un peu la crainte des Sénégalais par rapport à ça. Le droit à l'information, ça n'a pas de prix. Et je pense qu'en ce, on devait forcément pouvoir avoir, même si c'est un journaliste,
pour lequel l'État allait prendre tout en charge. Il faut rappeler qu'en 2002, l'État, le gouvernement s'était substitué au patron de presse. L'État a pris en charge les transports, parfois même l'hébergement de ces journalistes. Malheureusement, pour cette Coupe du Monde des U20, on n'a pas vu ça. Des lionceaux à l'antichambre de l'équipe A, une pression sur leurs aînés. Avant 2009, André Ayou, il était en équipe nationale A, à 18 ans déjà. Il a joué notamment la CAN 2008 au Ghana. Mais seulement après, il est revenu en l'équipe nationale junior. Et c'est la génération de André Ayou, des Anan et autres qui ont remporté le mondial 2009. Ainsi, Salif Diallo les invite à ne pas dormir sur leur laurier, même si une carrière plus prolifique est en vue. C'est pas parce qu'on a été un bon junior qu'on va être un bon senior. Bon, je ne sais pas, vous êtes peut-être très jeune, mais en 2009, le meilleur buteur de la Coupe du Monde U20, c'était un Ghanéen, il s'appelle Dominique Adia. Il était même allé à la Coupe du Monde 2010. Après une entrée peu convaincante, les Lionceaux sont montés en puissance au fil des matchs. Un réveil qui leur a valu une qualification historique en demi-finale. L'équipe nationale féminine de volley-ball s'est qualifiée en demi-finale du championnat d'Afrique Kenya 2015. Elle a remporté ce lundi son 3e match contre le Maroc, 3-7-2. Lors de leurs 2 premières sorties, les Lions avaient respectivement battu le Cameroun 3-7-2 et la Tunisie 3-7-2 également. Les volleyeuses sénégalaises finissent donc premières de la poule B. Ici à Dakar, Léa, la Ligue de volley a organisé la 2e édition du tournoi des 4 grands. Cette édition était dotée du trophée du président de la section volleyball de l'AS Police, le commissaire Serigne Diop. L'AS Police, donc chez les hommes comme chez les dames, a battu le Dakar Université Club 3-7 à un compte-rendu signé Pape Cherdiak et Younous Diatta. Vainqueur de la 2e édition du tournoi des 4 grands de la Ligue de Dakar, en hommes comme en dames, l'AS Police, de retour dans l'élite du volleyball après 10 ans d'absence, bouscule la hiérarchie. C'est une belle initiative parce qu'on n'a que ça. Les joueurs aussi ont besoin de jouer. Donc ce sont des initiatives à saluer et à pérenniser. La police était absente pendant plusieurs années et la police est revenue et je crois qu'on a travaillé. La hiérarchie a beaucoup soutenu. Et en fait, les moyens. Cette année, vraiment, l'inspectrice générale, directrice générale de la police nationale a mis beaucoup de moyens. Les regrets prennent la tête. Le coach du Duc compte rectifier le tir. C'est le travail qui reste un tout petit peu du côté technico-tactico. Bon, j'ai vu quelques failles. Bon, on va essayer au feedback, on va essayer de se rattraper. Dopé par ce double sacre, son homologue de l'AS Police ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La police est en partenariat avec le Centre sportif Faïda que nous représentons. Nous sommes là pour reprendre les rênes du volleyball avec la police. C'est des jeunes que j'ai pris à la classe de C2, que j'ai formés, qui sont là. Et le travail continue. En homme comme en dame, l'AS Police a disposé du Dakar Université Club sur le score de 3-7-1. Cette édition avait comme parrain le président de la section volleyball de l'AS Police, le commissaire Serigne Diop. Et puis pour finir, la 4e édition de l'Apkido a été organisée pour promouvoir la discipline. Les organisateurs veulent nationaliser l'événement, mais ils sont confrontés à d'énormes difficultés. Reportage signé Pape Faraning et Younous Diatta. Des combats de haute facture très disputés entre des combattants déterminés pour remporter une médaille ou un trophée. L'Apkido est différent des autres disciplines. L'Apkido, il y a plusieurs facettes dans l'Apkido. Il y a les pieds-points, il y a le combat au sol, et puis il y a les clés self-défense, les démonstrations techniques. Cette 4e édition de compétition nationale, une occasion pour montrer leur savoir-faire. Aujourd'hui, il y a 12 salles au niveau de Dakar qui sont là. Aujourd'hui pour assister à cette compétition. C'est une 4e édition. Je l'ai organisée pour la promotion du Apkido. L'Apkido ambitionne de faire ce tournoi un événement national, mais comme les autres disciplines des arts martiaux, l'Apkido est confronté à des difficultés. On a des difficultés parce qu'on a des problèmes d'infrastructure, des problèmes de matériel, des problèmes de financement.
Le dossier du jour à présent, ce lundi, nous nous intéressons à la baisse du loyer. 1 an et 6 mois que la loi portant sur cette baisse du loyer a été promulguée, chère Tidiane, une loi à laquelle certains bailleurs refusent toujours de se conformer. Oui, un constat qui contraste avec le bilan de la Commission nationale pour la baisse du loyer. Momar Ndao indique que les contentieux ont fortement baissé. Un dossier signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. Sur cette table, des reçus de paiement de location appartenant à cette dame et les locataires depuis plusieurs années maintenant. La baisse du prix sur le loyer censé alléger les charges familiales s'est transformée en un cauchemar pour elle. Depuis l'annonce de la baisse du loyer, mon bailleur n'a cessé de me causer des problèmes. Tout ce qu'il voulait, c'est que je quitte la maison pour qu'il puisse la donner à quelqu'un d'autre, une manière pour lui de contourner la loi. La loi portant baisse du loyer a été promulguée le 22 janvier 2014. De cette date à nos jours, rien n'a changé dans le vécu de cette mère de famille. Quand j'ai quitté cette maison dont je vous parle, j'ai trouvé un autre appartement. Mais là également, mon bailleur m'a fait comprendre qu'il ne baisse pas le prix de loyer. Il m'a donné un appartement avec 2 chambres, salon, cuisine et toilette à 130 000 francs CFA. Pour lui, c'était à prendre ou à laisser. 130 000 francs la ma ko borom kër gi luyee ma wax ka mu ni ma wàññiwul lu yaasam ku mën dëkk ku mënul dëkk jël sa bagage nga dem sa yoon. La baisse du loyer, les bailleurs également disent avoir subi de grosses pertes. Imagine auparavant, je louais une chambre à 25 000 francs, mais aujourd'hui, avec la baisse, je la donne à 17 300 francs. Une situation qui a fait que j'ai même renvoyé le gardien de l'immeuble. Et pourtant, du côté de la Commission nationale chargée du suivi, on tire un bilan plutôt positif. Sur 4 666 contentieux enregistrés tout au début de la loi, l'ASCOSEN dit aujourd'hui se retrouver entre 7 voire 8 réclamations par jour. Au tout début, bien sûr, le numéro vert a été mis en place pour pouvoir informer à la fois les bailleurs, informer les locataires, traiter des contentieux à l'amiable, etc. Et quand on a vu que le niveau de contentieux et de compréhension des choses a complètement évolué, donc les gens se sont dit que ce n'est plus la peine de continuer à maintenir un numéro vert payant. À Dakar, on dénombre environ 196 400 logements en location pour une population estimée à plus de 3 millions d'habitants. Des chiffres qui mettent à nu les problèmes de l'accès au logement dans la capitale sénégalaise. Aminata Mbaresso, merci. C'est la fin de ce journal. Léa, merci. Merci à toi, chère Tidiane. Et on se donne rendez-vous à demain. Mais en attendant, la parole est à la permanence avec Chérif Diop qui est déjà sur place. Bah oui, merci beaucoup, chère Tidiane. On te retrouve pour Sport à la Une. Ouais, tout à l'heure avec Mampatou et Malal Junior Diagne. Malal Junior Diagne, l'enfant terrible du groupe. Merci Léa Sokenenia et je vous retrouve tout juste après ce jingle pour l'invité du 20h.